beaucoup Joy. Bonjour à tous. Ravi de vous avoir aujourd'hui pour notre premier summit dédié aux startups early stage. Alors, je m'appelle Alexandra, je suis en charge de la relation avec les fonds d'investissement early stage en France. Et je suis très heureuse d'être accompagnée par 3 investisseurs que je vais laisser se présenter. Benjamin. Oui, bonjour, moi je m'appelle Benjamin Deplu, donc je suis principal chez Brega sur la partie venture, c'est la partie série A et au-delà, verticalisé sur AssureTech et FinTech. Brega, c'est un fonds créé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs qui gère aujourd'hui à peu près 500 millions d'euros à date. Et moi, pour la petite histoire, je suis un ancien entrepreneur parce que j'ai cofondé Fret de la Compta et Income. Donc Fred de la Compta qui est un cabinet comptable en ligne qui a été racheté par CGECO, un groupe industriel lyonnais en 2018, et Income c'est un SaaS comptable qui a été racheté par Visma qui est un groupe financier norvégien en 2022. Voilà pour moi. Roméo, je t'en prie. Moi c'est Roméo, je suis chez Kerala. Kerala, ça a la particularité d'être un petit fonds qui investit en fonds propres, un peu différent de mes collègues institutionnels à droite et à gauche. On fait surtout du pré-seed, on finance au lancement même. Ce qu'on préfère faire, c'est de l'investisseur cofondateur, quand il n'y a pas de produit et pas de revenus. On a une deuxième activité qui est celle de gros business angel. Et 2 mots sur mon parcours. Avant de rentrer chez Kerala, j'ai lancé un copycat de Doctolib au Canada qui n'a pas marché, mais qui m'a permis de rentrer chez Kerala. Et ça fait 1 an et demi que je suis chez Kerala. Bonjour à tous, donc moi c'est Thomas, je suis chez 360 Capital et pas Partech comme c'est écrit sur cette slide, mais j'aime beaucoup Partech donc il n'y a pas de problème. Navré pour la coquille. Donc 360 Capital, donc nous on fait du pré-seed, seed série A, donc vraiment depuis le début de l'entreprise, de fondateurs et un deck jusqu'à une série A avec plus d'historique. Et avant ça en parcours c'est de l'ingé en France, de l'ONG à Cuba et j'ai rejoint depuis 2 ans 360 Capital. Merci beaucoup, un très beau panel aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc l'année 2022 a été très active en termes de levée de fonds. Donc les startups en Q3 avaient déjà levé 12,7 milliards de dollars en France. Donc c'est quand même plus de 25% par rapport à l'année précédente. On a eu un été un petit peu creux avec moins 36% sur year over year sur le Q3. Mais les investissements ont repris en septembre et en octobre avec 1,7 milliards d'euros en septembre levés par les startups françaises et 920 millions en octobre. Et la part des deals associés à l'amorçage représentait à peu près 35 à 39% des deals signés. Aujourd'hui, on va donc vous aider à répondre à la question comment s'attaquer à sa première levée de fonds. Et donc, je vais donc poser ma première question aux speakers présents ici. Quel conseil donneriez-vous aux fondateurs qui veulent lever des fonds pour la première fois ? Thomas. Bonne question. Enfin, il y a plein de choses à dire là-dessus. Moi, il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais m'arrêter et des choses qu'on constate en fait quand on parle aux entrepreneurs toute la journée. C'est qu'il y a 2 questions. Un, c'est pourquoi est-ce que vous voulez vraiment lever des fonds ? Et la deuxième, c'est comment bien lever des fonds. Donc la première question, pourquoi vous levez des fonds ? Ce que vous devez moi, je suis complètement fan des boîtes bootstrap qui n'ont pas besoin de lever avec des VC. Il y a plein de types de boîtes différentes à faire et c'est vrai que voilà, faut pas confondre une bulle station F où on croit que pour réussir, il faut lever des fonds et vraiment ce dont vous avez besoin pour accélérer en fait. La deuxième chose, c'est comment bien aborder sa levée de fonds en termes de contact avec des fonds, donc avec des gens que vous avez devant vous aujourd'hui. Moi, vraiment, le premier conseil, c'est ne répondez pas à des formulaires sur les sites internet. Ne contactez pas directement des gens que vous ne connaissez pas, mais d'ailleurs des fonds ou aussi des clients. C'est toujours réussir à se rendre visible des fonds. Nous, on a plein d'outils pour justement capter des gens qui sont à la station F. On a des newsletters, donc en étant ici, vous êtes déjà au bon endroit. Mais c'est réussir à vous rendre visible, à produire du contenu pour que les fonds aient envie de vous contacter parce qu'ils se disent effectivement cette personne-là est vraiment au-dessus du lot ou fait quelque chose qui me plaît bien et qui rentre dans ma thèse d'investissement. La deuxième chose, et ensuite effectivement je vais passer la parole, mais la deuxième chose c'est, comme avec des clients, comme avec d'ailleurs des recrutements que vous ferez, demandez des intros et faites-vous introduire en fait. Moi forcément quand j'ai quelqu'un que je considère être bon ou avec qui je bosse, qui me fait une intro, j'ai parlé à ce fondateur, il faut absolument que tu le rencontres.
je vais prendre le call à 100% du temps en fait, parce que justement il y a cette prévalidation de cette personne qui me fait cette intro. Alors que si je reçois un mail de quelqu'un que je connais pas avec un deck en copie et un descriptif, honnêtement, en termes de répartition du temps, peut-être que je vais prendre le call ou faire un meeting, mais il y a de bonnes chances que j'ai pas le temps pour mentalement vraiment m'arrêter sur ce mail et me dire c'est quelqu'un que je dois voir absolument. Donc trouvez des moyens de vous rendre visible par des intros, par de la présence en ligne, par des événements, par des newsletters. Et c'est comme ça, je pense, que vous commencerez votre relation avec un VC d'un pied où lui a envie de vous parler, plutôt que l'inverse, vous qui êtes là à vouloir absolument lever de l'argent. Donc une des réponses à ça, c'est par exemple passer par l'équipe AWS La qui super gère les équipe fonds d'investissement early stage en France pour faciliter ces relations et ces introductions. Merci beaucoup. Benjamin, tu voulais nous parler d'analyse de marché et compléter un peu ce point de vue ? Oui, effectivement. Déjà, pour compléter le propos de Thomas, je pense que le travail paye. Quand on est entrepreneur, on a des moyens limités. Le réseau, c'est très très important. Ça montre que vous arrivez à vous faire voir, ça montre que vous arrivez à convaincre des gens de vous faire introduire, ça montre que vous allez peut-être convaincre des gens de rejoindre l'équipe alors que vous êtes avec des moyens limités, donc avec un risque assez important de ne pas réussir. Et c'est aussi ça que nous, on va jauger. C'est vrai que dans le marché aujourd'hui, on va aussi beaucoup regarder... il y a plein de piliers qui doivent avancer avec des moyens limités, donc l'image de marque, le contenu, les clients, les produits, les POC, etc. Et c'est aussi cet équilibre-là, dans le marché actuel en tout cas, sur lequel on va faire un emphase avec l'équilibre de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse sens pour nous de travailler aussi avec vous dans la durée. Quand on commence à travailler avec un investisseur, c'est pas pour 2 semaines, c'est pour plusieurs années. On va échanger potentiellement toutes les semaines ensemble, tous les mois, de manière formelle ou informelle sur WhatsApp. Donc c'est pas juste de l'argent. On n'est pas juste de l'argent. On est un support. On est là avec vous au quotidien pour réussir dans les bons moments, dans les mauvais moments. Et il y a beaucoup de mauvais moments au démarrage. C'est très dur. Il faut être très résilient. Et donc c'est aussi ça qu'on va jauger nous. C'est est-ce que les gens ont une capacité, en prenant 1 coup, 2 coups, 3 coups, 10 coups, 20 coups, à toujours rester debout, toujours garder ses équipes mobilisées et tout ça dans la durée. Concernant le marché, j'ai encore quelques secondes je pense. Concernant le marché, c'est sûr que faites attention à vos unités économiques, c'est-à-dire les marges, la pérennité du modèle que vous proposez. C'est sûr que les modèles qui étaient, où on se disait ça peut être rentable à un certain point, auront peut-être moins la cote dans les prochaines années. On va être assez sensible à ça. Donc c'est vrai que tous les modèles où la marge était vraiment petite dès le démarrage, on ne voyait pas trop comment elle pouvait se reconstituer, ça pouvait marcher il y a quelques années, ce sera beaucoup moins le cas à l'avenir. Voilà ce que je voulais. Ok, merci beaucoup Benjamin. Et Roméo, du coup, quel est ton conseil pour les entrepreneurs ? Ça serait pour peut-être compléter le marché. Quand on regarde un peu les maths de qu'est-ce qu'un fonds de VC, comment un fonds de VC gagne son argent, en tout cas un certain type de fonds de VC, il gagne son argent sur ce qu'on va appeler les fund returners. Donc Carla, ça a financé 16 sociétés depuis l'historique de la création, et 96% des returns ont été drivés par 3 sociétés. Et ces sociétés, c'est Doctolib, c'est Malte, c'est PlayPlay. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il faut une société qui peut être valorisée en centaines de millions ou en milliards pour être significatif pour nous. Et pour cela, il faut que le marché adressable soit à peu près, on fait à la grosse, mais 200 millions de grosses margins par an en France. Et donc, si par exemple vous êtes sur un marché, vous faites les maths et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas 200 millions de grosses margins à aller chercher, l'option capital risque est peut-être moins intéressante, ou il y a peut-être d'autres options à aller explorer parce que le capital risqueur va aller chercher ces chiffres-là. Donc présentez votre business model de telle sorte, ou vos cibles ou votre pricing de telle sorte à ce qu'il y ait ce marché suffisant adressable. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans lequel, surtout en pré-seed, quand il y a peu de revenus ou pas de revenus et peu de produits, ou un produit, juste un MVP, on va être très sensible à ce que je vais appeler la clarity of thought. La clarity of thought le détermine en 2 composantes. La première, c'est la capacité à exprimer clairement les enjeux de la startup à craquer sur les 6, 12, 18 prochains mois.
Pour vous donner un exemple, Pickerskill, quand ils se sont lancés, leur premier enjeu, ça aurait été de craquer le fait que les entreprises de services avaient besoin d'un outil de staffing qui leur faisait gagner du temps avec un ROI et qui leur permettait d'augmenter leur marge d'EBITDA. Ça, c'est le très court terme, quels vont être les challenges de la startup. Et en même temps, la Clarity of Thought, il y a une deuxième composante qui est la vision long terme. If you're wildly successful, à quoi va ressembler le monde grâce à votre société. Et les sociétés dont on a parlé qui sont valorisées en milliards, souvent elles ont changé de façon significative au moins une industrie. Et à ce moment-là, ça aide plutôt de dire comment les drivers à 5-10 ans vont faire pour que la société puisse changer cette industrie. Et typiquement pour Pickerskill, c'est de se dire que aujourd'hui, les grandes entreprises travaillent de plus en plus en mode projet. Et donc, dans 5-10 ans, en fait, il y aura peut-être quasiment plus de fiches de poste, mais uniquement des projets par projet. Et à ce moment-là, c'est une révolution de l'organisation du travail. Alors, ça va peut-être pas se produire, mais la thèse d'investissement et un fondeur qui est capable de m'expliquer pourquoi il pense que ça va se produire et pourquoi il pense ce qu'il est capable de résoudre à 6, 12, 18 mois et à 5-10 ans, on va être très sensible et c'est souvent un gage de qualité de fondateurs et fondatrices qui ont une bonne vision de leur société. Bien sûr, juste pour compléter là-dessus, parce qu'effectivement Roméo disait quelque chose d'intéressant sur un certain type de VC et comment les fonds VC se rémunèrent. Il faut bien comprendre que derrière VC, il y a plein d'acteurs différents. Il n'y a pas que des VC à Paris, il y a des VC dans plein de villes, il y a des VC qui regardent certains secteurs en particulier, mais qui vont faire des tickets de 500 000 à 30 millions. Il y a d'autres VC qui vont faire que des tickets petits, mais en étant plus généralistes. Donc juste en une minute, mais le conseil derrière ça, c'est vraiment réfléchissez bien à qui vous contactez. C'est-à-dire que vous allez prendre plein de noms dans un roadshow. À la fin, c'était prévu pour la suite. Mais, à la fin, ce qu'il vous faut, c'est un oui. Ménagez-vous et ne contactez pas des gens. Si vous faites de la deep tech, contactez pas des gens qui jamais n'ont fait une boîte en deep tech et qui ont fait que du B2C, on va dire plus produit. Donc c'est essayer de bien comprendre quel fonds finance quel type de projet pour juste maximiser vos chances et bien utiliser votre temps et vous préserver aussi mentalement pendant votre roadshow. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait une excellente transition pour la suite. Donc, ma deuxième question pour vous, c'est que recherchez-vous principalement dans une start-up dans laquelle vous souhaiteriez investir ? Est-ce que ça va être un marché attractif, une équipe complémentaire, une traction commerciale ? Du coup, Benjamin, si tu veux bien. On a déjà un peu commencé à répondre à tout ça. C'est sûr que nous, ce qu'on va mesurer, c'est effectivement le marché, c'est assez important. L'internationalisation, c'est important. Je reviens sur les marges et les sous-jacents économiques du business model. L'équilibre de l'équipe. Il faut que, en fait, des cofondateurs, souvent quand ça se passe bien, la relation est au beau fixe. Et quand les temps sont plus durs, la relation est assez rapidement friable. Et est-ce que cette équipe peut durer dans le temps et est-ce qu'ils sont complémentaires ? Je pense que des gens qui sont trop proches en termes de compétences, en termes de découpage de travail, qui fait quoi ? C'est pas un bon signal. Donc, entourez-vous de personnes qui sont des experts si vous ne l'êtes pas, ou qui sont business si vous êtes expert. Et en tout cas, cet équilibre-là, il doit faire sens. Ensuite, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent qui vous a été mis à disposition ? Vous avez peut-être mis du capital, vous avez peut-être mis un peu d'argent de famille, etc. dans le projet. Nous, on va vraiment mesurer qu'est-ce que vous avez accompli avec ça. Vous avez un MVP, vous n'avez pas de MVP, vous êtes posé les bonnes questions sur le marché, il y a des concurrents, vous avez une approche différenciante. Si vous êtes un copycat, qu'est-ce que vous avez comme avantage ? En fait, je pense que l'unfair advantage quand on commence un projet, c'est-à-dire pourquoi je connais bien cette industrie, pourquoi je vais convaincre des gens, pourquoi j'ai compris un pain, pourquoi j'arrive à proposer une solution alternative, pourquoi je vais gagner des parts de marché, ça fait sens pour nous. S'il n'y a pas ces cases qui sont cochées, c'est un peu plus dur. Quand on va dans l'assurantiel et qu'on ne connaît rien au monde de l'assurance, c'est compliqué. C'est un sous-jacent qui est technique, qui est très complexe, avec des assureurs, des rassureurs. Je ne vais pas faire le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais vraiment focuser sur l'unfair advantage que vous pouvez avoir, c'est vraiment un élément sur lequel on aime bien capitaliser. Enfin, vraiment, une entreprise, c'est plein de choses. C'est des recrutements, c'est un produit, c'est une image de marque, c'est une patte, une marque, vraiment le branding, c'est un ADN. Tout ça, on y est sensible et c'est pas forcément, on est très très fort que sur un pilier. C'est un équilibre sur l'ensemble des piliers.
Et évidemment, quand on est en seed, la force du premier employé que vous allez avoir, la capacité à avoir quelqu'un qui est de très haut niveau, c'est un excellent catalyseur. Merci beaucoup. Du coup, Roméo, quelle est ton observation depuis Kerala sur le sujet ? Je rebondis une seconde sur ce qu'a dit Ben. Je suis 100% en ligne, en particulier sur la force des premiers employés. C'est un des meilleurs signaux qu'on peut avoir au début, quand on peut ne pas y avoir énormément de traction. La capacité à attirer des stars et que vous ayez réussi à leur vendre votre projet alors qu'il n'y a pas grand-chose est vraiment un très bon signal. Nous, ce qu'on va être sensible, c'est avant tout le track record des entrepreneurs. Le track record, on va le définir par le nombre, où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse en sont dans sa carrière, divisé par le nombre d'années d'expérience. Donc quelqu'un qui sort d'école, on ne va pas attendre la même chose que quelqu'un qui a 35 ans. Et ce track record-là, il s'applique sur combien de personnes ils ont managé, est-ce qu'ils ont une expertise sectorielle, est-ce qu'ils ont c'est surtout ces deux critères-là. À quel point ils sont allés vite dans leur carrière personnelle avant de lancer cette société. Et donc, pour vous donner un exemple, Stanislas Noakchâteau, qui a fondé Doctolib, avant de le financer, il a travaillé chez La Fourchette. En fait, ça a été quasiment un des co-dirigeants de La Fourchette, qui a une structure de vente très similaire à celle de Doctolib, c'est-à-dire aller vendre un restaurant au coin de la rue. C'est pas si différent que ça que d'aller vendre un dentiste dans le 2e arrondissement. Et donc, ce track record-là, il l'avait démontré à la fois pour avoir été aux manettes d'une société qui avait eu énormément de croissance, mais aussi dans l'expertise sectorielle de vente qu'il avait développée. Et donc, on l'a financé à ses tout débuts. Donc, c'est les deux sujets qu'on va regarder le plus. Et le deuxième sujet, c'est à quel point, quand on se rend compte, les entrepreneurs ont leur modèle en tête, le modèle, les unit economics, à quel point ils sont analytiques. Et donc là, on est assez sensible au fait d'avoir en tête votre structure de coût, le bénéfice que vous apportez à vos clients, si possible les bénéfices hiérarchisés en 1, en 2, en 3, et aussi toutes les questions de taille de marché qu'on vient d'avoir. Mais donc c'est d'avoir une approche analytique du business model et du marché dans lequel la startup opère. Non, c'est exactement ça. Mais un exemple que je pourrais prendre, c'est typiquement, tu parlais d'assurance. Nous, on a un deal qu'on est en train de closer. C'est des gens qui ont fait 10 ans dans l'assurance. Les 2 cofondateurs ont déjà fondé 2 boîtes ensemble. Et donc, en fait, quand vous levez, chaque fonds voit des dizaines de dossiers par mois. Et donc, pour un même montant levé, oui, notre métier, c'est la prise de risque. Mais il y a quand même des data points très concrets qui vont nous faire pencher plus un dossier que pour l'autre. Alors, si vous êtes très fort sur vos forces, parce que vous avez déjà travaillé, vous avez déjà monté des boîtes, ou vous avez déjà travaillé dans le secteur, ou vous avez déjà effectivement eu une exécution exceptionnelle avec en fait pas grand-chose si c'est un peu d'argent et le chômage, là c'est ça dont on se souviendra pour se dire, voilà, sur cette force-là, j'ai envie en tout cas de creuser le modèle, de creuser les unit economics, et ensuite, tout peut se passer, c'est votre capacité de conviction, mais je trouve qu'effectivement, sur les premiers calls, appuyez vraiment sur vos forces, parce que c'est de ça dont on se souviendra et que nous avons envie de creuser. Donc finalement, la décision d'investissement est très tournée autour de l'humain. Ouais. Donc l'équipe fondatrice, les premiers employés, et puis le track record et la capacité de délivrer. Ouais. Ok, merci messieurs. Quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment et qui est important d'aborder aujourd'hui, comment établir une bonne relation avec son investisseur une fois que le deal est fait. Roméo, si tu veux. Une fois que le deal est fait, il va y avoir les premiers boards. Et ce qui est important, c'est de bien poser ce que l'entrepreneur et l'entrepreneuse attendent de leur investisseur et réciproquement. Et donc, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, vous pouvez vous poser la question comment je peux au maximum leverager mes investisseurs. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, on va au contraire, on va même chose réfléchir à comment on peut vous aider, et on va aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de suivre dans le temps sur la startup. Donc ça se traduit en quelles métriques on va suivre, et donc les reporting, quelle va être la structure du reporting. En fonction du business, on ne va pas aller suivre les mêmes métriques. Ça, c'est côté investisseur. Et côté entrepreneur, ça peut se traduire sur comment je peux les mettre à contribution, typiquement pour des introductions clients.
une des sociétés qu'on a financées récemment, a fait le listing de ses top 100 clients qu'il aimerait le plus avoir. Et il a envoyé la liste à tous ses BA et tous ses investisseurs en disant bah voilà, j'aimerais une intro à ces personnes-là. Ça, c'est très actionable parce que c'est rapide pour nous, si on les connaît, de faire les introductions. Et vous, ça vous aide. On en parlait avec Thomas avant, les clients aussi ils préfèrent avoir des introductions que des calls d'email. Donc ça peut être un autre exemple. Un deuxième exemple, ça peut être sur, vous pouvez attendre qu'ils vous aident sur structurer votre recrutement ou qu'ils vous apportent des leads du recrutement. Et à ce moment-là, si vous avez plusieurs investisseurs ou plusieurs BA, ça peut être intéressant de shout-out aux BA qui vous ont aidé ou aux investisseurs qui vous ont aidé autour de la table en disant « Ah bah merci 360 Capital, vous m'avez apporté 3 super leads pour mon Head of Marketing, ça m'a beaucoup aidé. » Et comme ça crée une saine compétition entre les investisseurs pour suivre d'un point de vue entrepreneur l'apport que vos investisseurs ont fait. Voilà, c'est les principaux concepts. Thomas, tu veux répondre à ça ? Non, mais c'est complètement utiliser une grosse partie de notre métier, c'est de créer du réseau, soit avec des entrepreneurs, soit en étant ici, soit avec des LPs. Donc, si vous avez pareil des startups avec lesquelles vous aimeriez bosser, il y a de bonnes chances qu'on ait en tout cas un point de contact plus ou moins éloigné avec eux. Donc, leverager ça. Sur la question. Comment établir une bonne relation, je crois que c'était. Exactement. Voilà. Il y a tout, bien sûr, répondre aux messages. Ça, c'est avec n'importe qui, pas qu'avec vos investisseurs, mais je précise quand même. Non, moi, je pense qu'il y a un truc, en tout cas, que moi j'aime bien, c'est quand les fondateurs sont transparents et n'ont pas peur de parler de leurs problèmes. À la fin, quand on investit, on a une part du capital de votre boîte. Et donc on est un peu tous dans le même bateau. Donc vous n'êtes plus en roadshow en fait à ce moment-là. Moi j'ai plus besoin qu'on me montre des graphes les plus beaux possibles en triquant un peu le MRR avec du book, avec du truc. Moi je veux savoir réellement ce qui se passe. Si j'ai investi en roadshow sur des mauvaises décisions, ça à la limite c'est mon problème. Mais en tout cas, une fois qu'on est ensemble, si vous voulez vraiment qu'on puisse bosser ensemble, vous aider, que vous soyez toujours top of mind et qu'au moment du prochain tour, on maîtrise vraiment bien votre business pour faire des intros qualifiés avec des fonds qui investissent sur les tours suivants. Il faut qu'on connaisse et qu'on sache quelles sont les forces et les faiblesses et comment justement dans le temps vous avez travaillé sur ces faiblesses pour arriver à la boîte que vous êtes au moment de la série A par exemple ou de la série B. Donc n'ayez pas peur de parler réellement comme si vous parliez avec un cofondateur parce qu'en fait on est associé dans ce projet-là au moins en termes de capital si ce n'est plus. Donc voilà, moi c'est le seul petit conseil où on note que parfois les fondateurs et parfois les plus jeunes ont un peu peur. On est les profs de personne, on donne pas de notes. Nous, à la fin, on a tous envie que cette boîte réussisse. Belle conclusion. Toi aussi, tu avais noté la transparence et tu l'avais mise en avant pendant la préparation. Moi, si je peux juste ajouter pendant un tout petit instant, c'est vrai que c'est une relation long terme qu'on entretient avec ses investisseurs. Il y a des moments où ça va bien, il y a des moments où ça va pas bien. Si vous n'êtes pas capable de dire quand ça va pas bien et que vous avez besoin de tendre la main et que la personne prenne la main pour vous aider, vous sortir de l'ornière, parce que c'est aussi notre travail, il est fortement probable que cet alignement d'intérêt qui s'est fait à un moment T, qui est le moment de la levée de fonds, ne puisse plus se reproduire demain. Donc, créer de la valeur avec ses investisseurs, c'est tout leur partager. Alors bien sûr, il y a toujours un enjeu de communication, il y a toujours un petit layer de communication pour entretenir le FOMO. Mais au final, pensez aussi qu'on est souvent non-expert, on est renseigné, éduqué. Donc quand vous parlez de sujets complexes, soyez suffisamment pédagogue pour nous faire comprendre la situation dans laquelle vous êtes, pour vous aider justement. L'objectif, c'est pas de dire on va faire une nouvelle feature, ça va être trop bien, on en a pour 3 mois, s'il y en a pour 2 ans, en fait, il faut le dire. Voilà, je pense qu'il faut vraiment partager ça. Et si vous avez un désalignement d'intérêt qui devient trop grand avec un investisseur, il est peu probable qu'il fasse toutes les intros dont parlait Thomas tout à l'heure pour le tour d'après. Voilà, c'est juste ça que je voulais partager. C'est vraiment, il y a des moments où on n'est pas d'accord, c'est dur, il faut essayer de faire la part des choses parce qu'on est tous dans le même bateau et il ne faut pas oublier non plus qu'on est exécutant dans la boîte et ce qui compte aussi derrière, c'est l'entreprise, c'est ses employés, c'est qu'elle continue à grossir, etc. Donc il faut bien dissocier les boards, où on peut parler de sujets très stratégiques, de je suis dirigeant de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui arrive dans le marché.
et qui montre sa maturité, notamment quand les boîtes grossissent, on fait un board, on parle de strat, et après on va l'exécuter en tant que dirigeant. C'est totalement ces deux choses complètement distinctes. Juste là-dessus, n'ayez pas peur avec vos investisseurs de parler justement, c'est exactement ça, de sujets non stratégiques, c'est-à-dire, encore une fois, on est dans le même bateau, donc bien sûr en board, c'est des sujets plus larges, et d'ailleurs c'est un temps restreint, hein, on va prendre 2 heures tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de l'organisation sur laquelle on s'est mis d'accord, mais n'ayez pas peur d'envoyer des WhatsApp, de maintenir le contact, votre investisseur, il sera dispo pour vous en fait. N'ayez pas peur d'appeler. Enfin, honnêtement, c'est assez cool de pouvoir avoir une oreille qui n'est pas au day-to-day avec vous, parfois pour même se décharger. On n'est pas des psys non plus, mais en tout cas, on est à votre disposition là-dessus. Et juste, pareil, sur le point de Ben, si quand il y a toujours plein de choses qui vont mal, mais si quand il y a plein de choses qui vont mal, vous ne parlez que du positif, le jour où ça ira bien, vous continuerez à parler du positif, mais on se dira en fait il y a plein de trucs qui vont toujours mal. Donc c'est d'où l'intérêt de continuer à parler des problèmes, et si nous on voit que vous êtes transparent et que les problèmes diminuent au fil du temps, ou en tout cas qu'il y en a des nouveaux qui apparaissent, ça nous rassurera en fait sur la sincérité et sur la visibilité que vous nous donnez sur la boîte. Et d'ailleurs ça nous permettra aussi d'avoir plus d'apport au niveau des boards si on sait ce qui se passe en fait. Ok, merci beaucoup. Bon, ce qu'on retient de cet échange finalement, c'est que c'est important d'établir une relation de confiance avec ses investisseurs, d'être hyper transparent sur ce qui marche, mais ce qui ne marche pas également. Vous obtiendrez de l'aide de la part de ces investisseurs que vous considérez comme des alliés. Et puis après, le gros sujet, se mettre d'accord sur les métriques à suivre, la définition des KPI, etc. Encore une chose très importante. Une autre question que j'ai pour vous liée à l'état du marché. On parle beaucoup d'inflation et de baisse de la valo. Des investisseurs conseillent à leurs startups de réduire leurs dépenses et de reporter leur future collecte de fonds. Que recommanderiez-vous à vos startups et qu'est-ce qu'il faut faire pour lever des fonds lorsque le marché est complexe ? Thomas, vas-y, je t'en prie. Non, effectivement, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait les plus grandes écoles de commerce ou d'ingé pour voir que l'écosystème en ce moment est clairement dans la tempête, en tout cas en termes de levée de fonds. C'est sûr que si vous levez en ce moment un tour de 30, 40, 50 millions, c'est compliqué. Je pense que ça ne concerne pas beaucoup de gens dans cette salle. Honnêtement, en termes de... en fait, il y a 2 choses. On peut toujours blâmer quelque chose d'externe pour gommer ou se fermer les yeux sur ces problèmes. Si vous êtes, comme on disait en fait sur le premier thème, si vous donnez tout en exécution, que vous arrivez à recruter les bons profils et que vous commencez à avoir des clients avec pas grand-chose et aucun financement, ça ne veut pas dire que vous réussirez à lever des fonds avec le fonds que vous voulez absolument, mais en tout cas vous êtes en bonne posture. Honnêtement, et vu qu'on parlait de premier tour de table, sur les premiers tours de table, donc nous ce qu'on appelle et ce qu'on finance en pré-seed et en seed, on voit un ralentissement assez limité, à la fois en termes de deal flow, donc de projets qui se montent, et aussi en termes de fonds levés. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'un top projet l'an dernier aurait eu 3 ou 4 term sheets, et cette année il n'y en aura que 2, mais avec 2 term sheets, il n'en faut qu'une, donc on sera très content aussi. Donc ça, c'est la première chose. Focalisez-vous sur ce que vous avez sous le contrôle, et ne blâmez pas. De toute façon, vous avez choisi de monter une boîte maintenant, c'est comme ça, quoi. Soit vous avez peur de ne pas réussir à lever des fonds et vous trouvez une autre solution en vous finançant en fonds propres ou avec de la dette et du non dilutif si vous trouvez. Soit, si vous voulez lever des fonds, vous allez devoir lever des fonds dans une situation qui est effectivement moins optimale que celle de l'an dernier. Mais encore une fois, il y a plein de fonds comme nous, comme tous les 3 ici aujourd'hui, qui continuent à faire des investissements tous les mois. Donc moi j'ai juste envie de vous dire, continuez votre projet, croyez-y, et puis si à la fin vous n'arrivez pas à lever de fonds, vous trouverez d'autres moyens pour continuer votre business. Merci beaucoup. Benjamin, quel est ton point de vue ? Pour ajouter et abonder un peu dans ce que disait Thomas, déjà c'est souvent en période de crise que les plus belles boîtes se créent, donc il y a beaucoup d'espoir à justement voir la résilience et l'agilité des meilleurs entrepreneurs dans ces phases. Bien sûr c'est plus dur, mais souvent, ce qui en sort, c'est beaucoup plus de valeur. D'ailleurs, de notre côté, de l'autre côté de la barrière,
les meilleurs fonds en termes de performance sont souvent des fonds qui ont commencé à investir en période de crise. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'à la fin, il y a quelque chose qui est sorti, les boîtes ont beaucoup grossi, etc. Donc ça, je pense que c'est un vecteur d'espoir. Bien sûr, il faut être très agile parce qu'il faut s'adapter vite. Donc le thème de la transparence dont on parlait précédemment, quand ça ne fonctionne pas, il faut être capable de pivoter, garder ça en tête. Et c'est du coup peut-être un des critères de sélection qu'on va accentuer en ce moment. Est-ce que les gens sont capables de dire ça ne fonctionne pas de cette manière, je change, je garde mes équipes motivées, etc. Enfin, sur l'inflation, on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Si vous n'avez pas de pricing power sur ce que vous vendez, que vos unités économiques sont pas bons et que vos marges brutes sont pas bonnes dès le démarrage, que, je vais parler un peu de termes techniques, et que le payback, c'est-à-dire que le coût d'acquisition d'un client et la LTV n'est pas très bonne, on va avoir du mal à vous suivre. On va avoir du mal à vous suivre parce que ça se grippe, donc le FOMO est un peu passé. Et c'est aussi parce que lever de l'argent, c'est une équation économique qui doit marcher pour tout le monde. Pour vous, pour nous, aujourd'hui, mais aussi demain. C'est bien beau de lever à des valos très importantes. Moi, j'en ai fait la meilleure expérience. Moi, j'ai levé à une valo très importante, ma série A. Puis quand on a vendu la boîte, on a vendu à peine plus cher que la valo du tour précédent. Mais du coup, c'est surtout les fonds qui ont gagné de l'argent. Donc c'est vrai que lever à des valos très importantes nécessite que vous exécutiez très vite. Si votre boîte est très liée aux conditions de marché et que vous n'êtes pas contracyclique, c'est plus dur. Donc c'est un équilibre de tout ça qu'il faut essayer de conjuguer. Je ne vous donne pas vraiment de réponse, je vous donne juste des critères. J'espère que ça aide. Roméo, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ? Tout à fait d'accord, mais pour ajouter peut-être un peu d'optimisme dans l'équation, 2021, c'était plus une anomalie que le reste. C'est-à-dire que toutes les 26 licornes françaises qu'on connaît aujourd'hui ont eu leur tour de seed ou leur premier levée de fonds dans une période qui précédait 2021. Et 2022 est une meilleure année pour lever que n'importe quelle des 10 années entre 2010 et 2020. À aucun moment, il y a eu des conditions aussi favorables qu'en 2022 comparées à ces 10 années-là. Et ça n'a pas empêché l'émergence de géants de la tech française. Donc, oui, peut-être qu'un certain très court âge d'or, presque une parenthèse est passée, mais il y a encore beaucoup d'argent sur le marché. Les fonds font encore beaucoup de deals. Et des projets se financent tous les mois, toutes les semaines, il y a des term sheets qui sont signés. Maintenant, pour revenir sur le point de Benjamin, il y a peut-être en effet des modèles économiques qui vont être moins finançables aujourd'hui que ce qu'ils l'ont été. Des modèles là où on vend à perte pour essayer de faire énormément de croissance au début. Je pense aux Gorillaz, au quick commerce. C'est facile de taper dessus, mais c'est l'exemple un peu parfait d'unité économique qui ne marchait pas, mais qui faisait énormément de croissance. Aujourd'hui, ça sera plus dur de financer ça. Mais quand on regarde dans la masse des sociétés qui sont financées, la plupart sont, à mon avis, pas tant affectées que ça. Après, effectivement, il y a peut-être une question derrière ça qui est l'impact sur les valos. Qui effectivement est un des termes majeurs des term sheets que, pour ceux qui en recevront, que vous recevrez. Première chose, ça n'est pas le seul terme. C'est-à-dire, si je vous donne une valo de 1 milliard maintenant, alors que vous n'avez pas encore un seul client, mais qu'en fait, j'ai tout un autre tas de mécanismes dans la term sheet qui font que, dans tous les cas, moi, je serai bien et pas vous, c'est sans doute pas mieux qu'une term sheet qui vous valorise maintenant 4 millions. C'est le premier point. Et deuxième point, n'ayez pas peur de la dilution. Je ne dis pas ça juste pour que nous, on puisse prendre plus de parts. Mais c'est juste qu'à la fin, vous voulez bosser avec un partenaire. Comme on disait tout à l'heure, nous, en moyenne, on reste 7 ans avec les entreprises dans lesquelles on investit, quoi. Donc, c'est des cycles assez longs. Vous allez bosser avec des gens en face de vous. Nous sommes des êtres humains, voilà, et avec nos qualités et nos défauts. Donc, si vous avez cette chance-là, choisissez des gens avec qui vous voulez bosser et des termes dans la term sheet qui ne sont pas que la valo. En fait, on a beaucoup nous d'entrepreneurs qui, quand on leur tenait ce discours l'an dernier, qui nous disaient voilà, c'est de la négo. Oui et non. Oui, bien sûr, il y a une part de négo. Non, dans le sens où on a des entrepreneurs. Moi, j'ai un entrepreneur qui me remerciait la semaine dernière parce qu'il était beaucoup plus à l'aise avec la valo qu'on avait cranté en négociant un peu dur l'an dernier, puisque justement maintenant, en partant en roadshow dans 6 mois ou 1 an, il aurait des niveaux de valo qui lui permettraient de refaire un upside, donc de vraiment doubler sa valo précédente d'un tour sur l'autre, ce qui est quand même une métrique que les fonds ont en tête, et donc de raconter une histoire où il a toujours continué à créer de la valeur pour les gens qui ont investi.
qui est, à mon sens, plus intéressante à raconter qu'une histoire où on a cranté en 2021 une valo exceptionnelle et ensuite, sans parler même des mécanismes où les fonds se protègent, où on a du mal à défendre une valo qu'on a cranté sur un business qui n'avait pas en fait suffisamment de chiffre d'affaires, par exemple, pour avoir ce type de valorisation. Donc, une valorisation en 2022 un petit peu plus faible que celle de 2021 peut vous être salutaire pendant 18 mois, 2 ans, 3 ans, lever un prochain tour dans de bonnes conditions. Ouais, juste pour finir, juste à abonder dans ce que disait Thomas, il y a plein de mécanismes qui vous permettront de vous relever sur les tours d'après. Il y en a plein. Donc le seed ou le pré-seed, c'est une étape. Parmi tant d'autres, il faut l'espérer. Après, vous pouvez développer votre boîte de plein de manières, mais incentiver les fondateurs ou les execs des boîtes, on sait très bien faire. C'est évidemment lié à la performance souvent. Donc vraiment, ce critère de valo, c'est l'autre point qui est très important, c'est que vous vous mettez sous pression directe. Parce que le break-even pour nous, il faut que ça aille très très vite pour qu'on l'atteigne. Donc s'il y a là on n'est pas en train de parler d'alignement et de désalignement d'intérêt encore. Si vous prenez du retard, ce retard, nous, ça crée un delta qu'il faut qu'on compense pour commencer à créer de la valeur. Et donc, il faut savoir à quel jeu on veut jouer. Est-ce qu'on veut se mettre sous pression à 2 millions de %? 150%, c'est déjà pas mal. 2 millions de %, y a des gens qui aiment bien jouer à ce jeu, se mettre à fond dans le risque. C'est pas pour tout le monde. Déjà, faire le jeu du capital risque et avoir un fonds à son capital, c'est déjà un vrai jeu à jouer, avec un bon alignement d'intérêt dans le temps. Alors se mettre l'extra pressure, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup Benjamin. Puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je vais vous demander, est-ce que vous auriez une anecdote à partager sur un deal que vous auriez fait peut-être un peu en dehors de votre thèse d'investissement ou qui sort de l'ordinaire par rapport au deal que vous auriez pu faire avant et dont vous avez été assez agréablement surpris par l'évolution de la relation investisseur mais aussi de la croissance de la boîte? Ça, c'était pas préparé. Alors, non, effectivement, chez 360, je suis plutôt sur tout ce qui va toucher au B2B SaaS. En fait, on fait plein d'autres choses qui vont de la deep tech sur des ordinateurs quantiques au B2C type le slip français. Donc, on couvre vraiment un spectre assez large. Et j'ai fait un deal qui était un petit peu différent et je vous le raconte parce que ça va aussi vous aider à comprendre comment on analyse des dossiers. Alors, il y a bien sûr le premier ou les 2 premiers entretiens où on valide qu'on veut creuser et ensuite comment on creuse. Donc ce deal, ça s'appelle Beanstalk, c'est une entreprise qui permet l'accès à l'investissement locatif pour le mass market. Donc plein de gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui se disent qu'ils ont une capacité d'emprunt et donc ils vont acheter souvent un appartement pour le mettre en location. Et donc ça, c'était une série A. Il y avait déjà un fonds qui avait fait le seed 1 an avant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'était plutôt en dehors de ma zone de confort, puisque c'est un business relativement complexe où il y a plein d'acteurs différents qui vont être des banques pour avoir le prêt, qui vont être des acteurs pour faire la rénovation des biens, pour la mise en location, des agences pour sourcer les biens. Donc il y a un écosystème assez complexe et des unit economics qui sont plus complexes à comprendre que j'achète un logiciel, je fais 90% de marge et j'ai mon MRR, donc c'est quasiment modulo le churn, un truc assez infini, quoi. Là, c'est une transaction, j'achète un bien et ensuite je le mets en location. Et donc, pour avoir la croissance, il faut toujours faire mieux que le mois précédent et pas juste améliorer. Et en fait, pour un peu au niveau de l'analyse, pour que vous compreniez aussi comment bossent les fonds, à un certain moment, on va, en tout cas chez 360, nous, ne jamais investir si vous ne parlez pas à des boîtes de notre portefeuille. Donc, c'est-à-dire que si nous, on va faire de la due diligence sur vous, on va trouver des gens avec qui vous avez bossé, on va parler au fonds précédent si vous avez déjà un fonds, mais vous aussi, vous devez faire votre due deal sur nous, parce que la manière dont on bosse peut plaire ou pas, mais en tout cas, je pense que chaque fonds a sa manière de bosser. Et nous, un des moyens qu'on a fait ça, c'est on a mis en relation en fait cet entrepreneur, ces entrepreneurs de Beanstalk, avec un fondateur qu'on a en Italie d'une boîte qui s'appelle Casavo, qui est aussi dans l'immobilier, dans la PropTech. Et en fait, ça a apporté beaucoup de valeur parce que déjà, le fondateur de Casavo a investi chez Beanstalk, donc ça veut dire que quand il nous disait j'aime bien le projet, c'était pas juste j'aime bien, c'est en plus j'ai envie de mettre en risque un peu de mon argent. Et côté Beanstalk, ça a permis de comprendre comment on bossait, comment on les avait accompagnés, et en plus maintenant ils sont en train de trouver des synergies ensemble. Donc je pense que, et ça revient un peu au point initial, quand vous avez des fonds que vous voulez en target, regardez aussi les boîtes qu'ils ont en portefeuille, et notamment des boîtes avec qui vous vous diriez, pour mon business, ça pourrait m'aider de discuter avec tel entrepreneur, pour mon business et pour ma due deal, c'est toujours un peu des deux.
Et l'anecdote sympa donc, sur la relation, c'est que honnêtement, ils étaient déjà très bien. Je vais pas... Mais ils se sont beaucoup améliorés, malgré le fait qu'ils avaient déjà fait un site précédemment, dans le reporting, notamment en embauchant, et ça je milite moi fortement, pour embaucher des bras droits ou des chief of staff ou ce qu'on veut, qui permettent de décharger les CEO de tâches qui sont, on va dire, hors directement core business, notamment le reporting avec les investisseurs. Merci beaucoup Thomas. Roméo, tu veux rebondir ? Ouais, tout à fait. On a financé une boîte un peu atypique récemment qui s'appelle Sonar, qui est à Station F d'ailleurs, et qui fait du recrutement. Donc c'est du RPO. Ça travaille avec les grosses scale-up françaises, Electra, PlayPlay, Tractor. Et ils outsourcent complètement leur recrutement des managers, des mid-level. Donc pas entry-level, mais c'est à partir de mid-level et C-level. Et ce qui est intéressant avec cette société, on les a financés au lancement même, mais c'est pas un play de pur capital risque. Ça, c'est en l'occurrence pas 80% de marge brute. C'est une société de service, donc ça a des coûts. Mais l'autre avantage, c'est que c'est rentable day one et que nous, ça nous intéressait de financer une société qui était tout de suite rentable, surtout dans cet environnement, qui ne dépendait pas d'une levée de fonds future pour survivre, et avec un potentiel d'upside qui était très important, parce que si on prend une société par exemple qui s'appelle Webhelp, qui a structuré du service client avec des process, qui est une boîte d'humains avant, c'est 70 000 personnes, ça vaut 5 milliards, c'est une des plus grandes réussites françaises. Et ben on pense qu'on peut faire la même chose sur le recrutement, en mettant des process et en améliorant la qualité des recrutements qui sont faits. Donc c'est aussi de dire que les fonds peuvent de temps en temps sortir de leur zone de confort, faire d'autres deals qu'on n'aurait pas fait typiquement, et notamment celui-là qui est rentable day one. Merci beaucoup Roméo. Benjamin, tu veux rebondir ? Oui, alors moi c'est pas forcément sur un deal qu'on a fait, c'est plutôt sur une industrie qu'on regardait d'un peu loin, où quand le fondateur nous a présenté son projet, ça allumait à peu près toutes les lumières au sein de l'équipe d'investissement. Et c'était en l'occurrence c'était l'assurance paramétrique, qui pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1 milliard de primes émises pour 500 milliards de pertes par an. Donc ça veut dire qu'il y a un marché à prendre pour les assureurs qui est potentiellement relativement grand. Pour autant, il n'est pas pris. Et donc il y a quelqu'un qui nous a proposé un projet qui était très deep tech, donc il fallait quand même rentrer dans les sujets. Et c'est vrai que quand vous arrivez à allumer les lumières chez nous, c'est pas forcément toujours très facile, parce qu'on est parfois lent, enfin en tout cas je parle pour moi. On peut très très vite s'intéresser ou voir une opportunité que même les fondateurs n'avaient pas vue. Je m'explique, ils avaient un business model qu'ils essayaient de vendre qui était tout à fait intéressant, et il y avait une partie qui était un peu sous-exploitée, qui était en l'occurrence un marché financier qui est en devenir, qui s'appelle l'ILS, et le fondateur l'exploitait très peu. Et en quelques intros, en fait, c'est devenu potentiellement le next play qu'il va faire. Et donc tout ça pour dire, il y a des surprises où finalement le dossier a pratiquement été mis de côté. Et en quelques calls d'une 30 minutes, il y a 15 personnes qui sont mis à travailler à temps plein pour comprendre ce que le mec avait vraiment dans le ventre et ce que cette boîte pouvait générer dans quelques années. On verra si ça avance, mais en tout cas, voilà, allumer les lumières, c'était la plus belle surprise que j'ai eue depuis que je suis investisseur. Donc ça permet de relativiser ce qu'on disait précédemment. C'est important de se renseigner sur la thèse d'investissement, les startups en portefeuille de l'investisseur, mais vous n'êtes pas à l'abri potentiellement de surprendre et de l'idée à un deal qui n'est pas dans la thèse. Bien, merci beaucoup. On va peut-être conclure sur cette table ronde. Est-ce qu'il y a un message positif que vous aimeriez passer aux entrepreneurs dans la salle ? Oui, bien sûr. Alors, soyez passionnés par ce que vous faites, parce que l'énergie que vous allez nous transmettre quand vous parlez de votre projet, c'est essentiel. Ça nous montre que vous voulez aller loin, haut, fort, potentiellement avec nous. Soyez résilients, soyez agiles, ne prenez jamais rien pour acquis. Tout peut bouger très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est tout ça qui va faire que vous ferez une très belle boîte ou pas. Et même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que Thomas parlait du track record des entrepreneurs. Avoir raté une fois, même 2 fois, même peut-être même 3 fois, c'est une learning curve qui a une valeur infinie pour les prochains projets que vous mettrez en place. Roméo ?
Ouais, bah c'est de dire que quand vous faites une levée de fonds, Thomas l'a pas mal dit, mais il suffit d'une term sheet. Donc c'est tout le temps dur parce qu'on va recevoir beaucoup de noms, et notamment les noms, on les reçoit souvent très vite au début, enfin beaucoup de noms au début, et les oui, ça arrive à la fin. Mais que sur 50 personnes que vous contactez, au final, vous n'avez besoin que d'un oui. Et ça, c'est quand même intéressant de se dire que ce qui ne compte, ce n'est pas les noms, c'est les oui qui vont arriver et qui vont arriver à la fin. Donc pour revenir sur la résilience, même si des noms arrivent, on les met de côté, on continue à avancer parce qu'un seul, ça peut vite arriver, quoi. Moi, c'était plus merci, quoi. Merci alors pas seulement d'être venu aujourd'hui, hein, c'est super de vous voir, mais merci pour tous les projets que vous montez. C'est vrai que nous, on a cette chance-là de vous rencontrer souvent en mode pitch, donc on voit que les bons côtés de ce qui se passe bien dans la boîte. Mais mais merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour tout ce que vous construisez. Soyez exigeants avec nous. C'est pas parce qu'on a effectivement la chance d'être en face, hein, du côté de la table où on a le choix, en tout cas le pouvoir de décision. Que vous ne devez pas être exigeant avec nous, parce que ça montrera aussi comment on bossera ensemble. Donc merci par avance de l'exigence que vous aurez avec nous. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois.